Je crois bien que très peu de personnes aujourd'hui savent expliquer comment on fait pour s'aimer soi-même. Il y a quelques années, j'ai appris à chanter alors que je chantais très mal et très faux. Et je me suis rendu compte petit à petit que la grande majorité des profs de chant expliquaient très mal et n'appliquaient même pas sur eux-mêmes la plupart des conseils et des exercices qu'ils donnaient. Comme pour eux, apprendre à chanter avait probablement été assez naturel et instinctif, en fait ils ont rétro-rationalisé pourquoi ça marchait, très souvent en plaquant des explications un peu bancales sur des vieux exercices très connus. Mais il leur manquait dans leur explication quelques détails cruciaux, fondamentaux, pour permettre à une débutante absolue comme moi de passer de casserole à chanteuse pro. Et finalement, au bout de 3 ans de persévérance, de recherche et de travail acharné, j'ai fini par trouver ces petits détails qui me manquaient. Et je crois que pour l'amour-propre, c'est la même chose. Plein de gens vont venir vous expliquer que tel sport, telle alimentation, tel état d'esprit ou tel courant spirituel leur a apporté la paix, l'amour-propre et le bonheur. Mais en réalité, même si c'est le cas, ce n'est qu'un effet secondaire. Et si ils ne l'ont pas conscientisé et ne vous expliquent pas toute la démarche, vous pourrez suivre tous les conseils de body positive, de self-care, de yoga, tous les conseils de développement personnel, bien-être ou productivité. Vous en reviendrez toujours à la même misère intérieure. Donc accrochez-vous parce que la vidéo est un peu longue et dense en informations, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'il en coûte réellement de s'aimer soi-même. Sensei, ki no yume o mimashita. どうぞおむにさん、教えて。私は海に行って声が聞こえました。Tu sais que ta souffrance est inéluctable, car elle est telle une offrande qui fera des miracles. Peut-être es-tu née, déesse du chaos, uniquement pour guider mes filles hors de ces eaux. Avant de se demander comment on fait pour s'aimer, il faut se demander pourquoi on ne s'aime pas. Et en général, la réponse est assez simple. Nous ne sommes pas aujourd'hui ce que nous aspirons à être. Ce mal-être, d'après moi, ce serait comme un appel au changement. Comme si nous étions un serpent dans une peau trop petite. Et donc cette gêne qui se change souvent en souffrance, c'est notre potentiel, notre nous profond qui réclame à sortir et implore que nous fassions peau neuve. Et donc la première étape vers l'amour de soi, c'est le changement. Je pense personnellement que l'amour est en grande partie une réaction à la valeur. Réelle ou potentielle d'ailleurs, mais l'amour et la confiance en soi viennent de notre capacité à accomplir des choses dures et à affronter avec courage le chaos de la vie. On s'aime parce que l'on sait ce dont on est capable. Mais du coup, ça implique faire des efforts, se donner des défis et d'essayer du mieux qu'on peut d'être quelqu'un de confiance pour soi-même et pour les autres. Et même si cette confiance va se développer petit à petit avec le temps, il faut bien comprendre que c'est un peu comme pour le bonheur. C'est cyclique, c'est pas une fois que tu t'aimes, ça y est, c'est bon, tu t'aimes pour toujours. Non, tu auras des moments où tu vas t'aimer et des moments où tu vas avoir besoin de changer de peau et tu vas te remettre à ressentir cette espèce de gêne, voire même de souffrance que c'est d'être toi-même. C'est pour ça que l'adolescence, c'est un moment compliqué parce que c'est une des plus grosses mues par laquelle l'humain doit passer. Il nous faut nous délester de notre vieille peau de l'enfance pour ressortir en adulte. Le truc, c'est que sans repère ni encouragement, cela peut très vite se transformer en une longue traversée du désert. Bref, dans cette histoire, vous devez d'abord savoir 2 choses. La première, c'est que l'humain choisit toujours la solution la plus facile. Dans un souci d'économie d'énergie et de conservation, la nature nous a fait de sorte que notre autopilote choisira toujours l'option la plus facile ou la plus habituelle. De base, vous choisirez toujours de manger des sucreries dans votre canapé plutôt que de sortir faire votre sport. Vous choisirez toujours de regarder Netflix ou YouTube plutôt que de faire vos devoirs. Lorsqu'il nous est proposé un choix, et nous sommes constamment confrontés au choix, il faudra nous battre contre notre propre cerveau pour réussir à faire le bon choix, à savoir celui qui nous sera profitable sur le long terme. Mais c'est là où ça se complique. Car la deuxième chose à savoir, c'est que notre cerveau ne considère pas la personne que nous serons dans le futur comme nous-mêmes.
Notre cerveau aura donc toujours tendance à privilégier le nous de maintenant, parce que faire un effort pour le nous de demain, ce serait comme faire un effort pour quelqu'un d'autre. Et par conséquent, cela va inconsciemment nous pousser à faire des choix qui nous récompensent sur le court terme. L'idée ici, c'est qu'il faut réussir à faire équipe. Équipe avec les soi du passé qui forment notre histoire et les soi du futur qui nous jugent et nous regardent. Ils nous jugent parce qu'ils incarnent le potentiel et l'idéal que nous aimerions être, mais aussi quelque part, ils nous font confiance pour que nous réussissions à les faire vivre. Sauf que bien souvent, on se déçoit. On ne vit pas au niveau de nos futurs potentiels et du coup, eux, en arrivant dans le présent, ils nous détestent pour ça. En fait, imaginez que lorsque vous reportez quelque chose à plus tard ou que vous vous dites « Ah, je commencerai ça lundi ou le mois prochain », c'est un peu comme si vous rentriez chez vous, que vous allumiez la télé en vous affalant dans le canapé avec une bière, tout en attendant que votre femme rentre et fasse tout à votre place. À la différence que là, dans cette histoire, vous êtes aussi la femme qui rentre plus tard. Donc évidemment que vous êtes un peu en colère contre vous-même lorsque vous rentrez et que vous vous rendez compte que rien n'a été fait. Faire équipe, ça veut dire devenir quelqu'un de confiance pour nos futurs soi. Et ça implique qu'on n'est même pas obligé d'être vraiment à la hauteur de la perfection qu'on s'était imaginée. Il suffit simplement de faire de notre mieux chaque jour pour être un petit peu plus combattant que la veille. Faire équipe, ça veut donc dire faire des sacrifices dans le présent pour ce futur. C'est bien comprendre que abandonner un petit plaisir maintenant sera bénéfique pour les nous du futur. Mais j'explique tout ça un petit peu mieux dans ma vidéo « Faire des sacrifices ». S'aimer soi-même, c'est donc un effet secondaire au fait que l'on se sent comme quelqu'un de confiance. On sait que si on a un projet ou s'il nous arrive un événement tragique, on se fait profondément confiance pour être capable d'entreprendre le projet, de résoudre les problèmes ou bien de surmonter la douleur. Maintenant, la question est donc, que faut-il entreprendre exactement pour développer cette confiance et cet amour ? Eh bien ça, c'est une question à laquelle seul vous pouvez répondre. Nous ne venons pas du même environnement, nous n'avons ni le même caractère, ni les mêmes aspirations, les mêmes blocages, les mêmes traumas, ni les mêmes facilités face aux récompenses immédiates. Donc il est clair que je ne pourrai jamais répondre à cette question pour vous, c'est une recherche que vous devez faire vous-même. Qu'est-ce qui vous rendrait fier ? Quel est le problème que vous cachez sous le tapis depuis trop longtemps et que vous devez affronter ? Qu'est-ce qui attire sans cesse votre attention mais vous n'osez pas vous y intéresser parce que vous avez peur de ne jamais revenir de cette découverte ? Seulement n'oubliez jamais, changer est dur, le processus fait souvent mal et demande beaucoup de concentration, d'humilité et de persévérance. Mais rappelez-vous aussi que de toute façon, le monde n'est pas immuable, tout est constamment en mouvement et par conséquent, le changement est inévitable. La question est de savoir est-ce que vous voulez subir le changement ou bien choisir volontairement d'affronter ce qui vous bloque dans la vie. Moi je crois, la question elle est vite répondue. Je vais vous partager ma philosophie avec laquelle j'appréhende le changement. C'est une sorte de compas qui m'aide à me repérer, quelle que soit la mer dans laquelle je suis en train de naviguer. Dire « l'amour est une réaction à la valeur » a été une pensée que j'ai longtemps traînée dans ma vie comme un boulet parce que je l'utilisais pour me flageller. Je me disais « tu as besoin de produire de la valeur, d'être quelqu'un, de faire de l'argent pour être aimé ». Et lorsque j'échouais, ce qui arrivait souvent, je me répétais « t'es qu'une merde, t'es trop bête, personne ne t'aime, et tu sais quoi, personne ne t'aimera jamais ». Je sombrais comme ça dans une spirale où je devais toujours en faire plus, être toujours plus parfaite, parce que j'avais peur que personne ne m'aime. Et donc face à ce genre de pensée, beaucoup de gens finissent par se dire qu'il faut produire de la valeur pour être aimé est toxique, nous devons nous aimer inconditionnellement, et voilà, tout ira mieux. Parce que si je m'aime, alors je vais avoir confiance en moi, et si j'ai confiance en moi, les gens vont m'aimer, et voilà, comme par magie, le problème disparaît, il suffit de s'aimer. Autant vous dire qu'on va pas très loin dans la guérison avec ça. Et c'est précisément là où il faut rentrer dans la subtilité, parce que aucune de ces deux pensées n'est saine, il faut trouver un équilibre entre les deux, et chacune doit intervenir à un moment très précis dans le processus de changement. Pour ça, j'ai trouvé une très belle analogie. Dans la Bible, il est dit que Dieu gouverne sur le monde avec deux mains, la main de la justice et la main de la grâce. La main de la justice, c'est le juge, celui qui tranche lorsque c'est bien ou mal. C'est quelque part l'amour conditionnel dont on parlait juste avant. C'est cette figure archétypale du père qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même en te montrant que tu dois travailler dur pour avoir sa validation. La main de la grâce, c'est le pardon et la compassion. C'est celle qui soigne et pardonne, quelles que soient nos actions et notre état.
C'est l'archétype de la mère à l'amour inconditionnel qui t'aimera quoi que tu deviennes. Et pour moi, la base de s'aimer soi-même, c'est trouver cet équilibre entre la grâce et la justice. Nous avons en nous ces deux forces, sauf que certains sont trop dans le jugement d'eux-mêmes, c'est ce côté toxique de « personne ne m'aimera si je ne suis pas parfaite », tandis que d'autres sont trop dans le pardon et la compassion de leur propre faiblesse, soit « je m'aime comme je suis, quoi qu'il arrive ». En fait, j'imagine que la façon dont nous nous parlons intérieurement est intimement liée à ce que nous avons vécu étant petits, et nous reproduisons finalement les schémas cassés de nos parents et de nos proches. Et donc il y a souvent une étape comme ça au début où il va falloir observer et décomposer comment on se parle, comment on s'occupe de nous-mêmes, qui parle à notre place dans notre tête. Nous devons d'abord apprendre à reconnaître la main de la justice et la main de la grâce en nous-mêmes, comment elles s'expriment et à quel moment elles se manifestent dans nos vies. Observez et voyez comment vous parle votre juge. Notre juge, il est là pour activer notre culpabilité lorsque, à la fin de la journée, on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Mais pour moi, la culpabilité, c'est une bonne chose. Ce sont nos nous du futur qui râlent et nous jugent du haut de leur idéal, mais c'est surtout une information utile qui va nous aider à faire mieux le lendemain. En fait, il ne faut pas s'accrocher à la culpabilité. C'est une information, c'est une énergie aussi qui va nous pousser, mais ça ne doit pas devenir une raison pour nous faire du mal et continuer à mal nous parler à longueur de journée. Et pour ça, il faut aussi apprendre à notre juge à bien nous parler. Un des trucs fondamentaux, mais qui change tout, c'est qu'il arrête de vous dire « tu es mauvaise » et apprenez-lui plutôt à dire « tu as un mauvais comportement ». Ne jamais s'identifier à ses erreurs et à ses mauvais comportements. Comment voulez-vous vous débarrasser de ces mauvais comportements si ils font partie de votre identité ? Évidemment, c'est de votre responsabilité de vous en occuper ou de vous en débarrasser, mais ce n'est pas à vous. Voilà, c'est une des premières étapes pour apprendre à mieux se parler et à arrêter de faire jouer le juge contre son camp. Parce que oui, il fait partie de l'équipe. Il est dur, des fois il nous dit des vérités qui blessent, mais c'est pour qu'on se relève grandi et plus solide sur le long terme. Ensuite, il faut que vous teniez bien en laisse votre compassion, ou du moins que vous compreniez bien son utilité. La compassion, lorsqu'elle est mal éduquée, va toujours être en train de chuchoter des petits mensonges agréables dans vos oreilles. Elle va vous raconter des histoires dans lesquelles vous êtes toujours la victime, et elle va vous faire tomber dans tous les excès avec des excuses de plus en plus délirantes. Elle ne pense que sur le court terme, que pour le bien-être du soi présent. Et sous les j'ai besoin de me détendre, de prendre soin de moi, j'ai besoin d'une bulle d'air. Elle va y planquer plein d'addictions et de comportements qui, à terme, nous rendra détestables pour nous-mêmes, mais aussi des fois pour les autres. La compassion, c'est notre force la plus belle et la plus précieuse. Cependant, elle doit être utilisée à un moment bien précis dans le processus. Donc, imaginez-vous avec votre post-it ou votre agenda, avec toutes ces choses que vous devez faire ou aimeriez faire. Toute la journée, vous allez devoir vous battre pour sortir de votre zone de confort et lutter contre la procrastination. Sauf que voilà, peut-être que vous n'êtes pas encore très doué à résister aux tentations et aux émotions négatives. Donc vous allez expériencer ce que j'appelle la résistance, soit la procrastination dans son sens le plus large. Mais cette résistance n'est pas une fatalité. Voilà le plan que j'ai dans ma tête pour y faire face. Dans un premier temps, nous devons observer comment on y réagit. On ne va pas réussir à résister à toutes les tentations dès le début. Donc, on va simplement faire un bilan. À quel moment dans la journée j'ai craqué ? Sur quoi j'ai craqué ? Quel a été le déclencheur ? Et qu'est-ce qui a pu me remettre sur le droit chemin à un moment, etc. Il ne faut surtout pas être en mode « foutu pour foutu, c'est bon, j'arrête tout ». Non, en réalité, chaque jour, chaque heure, chaque minute est une nouvelle histoire dans laquelle on peut devenir meilleur. Notre juge nous permet de nous rendre compte lorsque l'on déconne et notre compassion nous permet simplement de ne pas se flageller sur cette culpabilité à l'infini. Elle nous permet aussi d'avoir cette humilité qui nous laisse face aux problèmes sans cet excès de déni ou de reproche. Je m'explique. Lorsqu'on a un mauvais comportement, comme par exemple on a procrastiné toute la journée ou alors on a fait du mal à quelqu'un parce qu'on s'est mis en colère, on va avoir cette tendance à toujours vouloir accuser quelque chose ou quelqu'un. Ouais, mais c'est un tel qui m'a déconcentré. Ouais, je me suis mise en colère, mais en même temps, t'as vu, tu m'as poussé à bout. L'humilité, là, permet dans un premier temps de se remettre au niveau des autres et d'accepter notre part de responsabilité et de faiblesse. Mais cette humilité permet aussi une sorte de remise à niveau de nous-mêmes et nous permet de nous rendre compte que l'on n'est pas non plus l'insupportable merde que personne n'aimera jamais.
on comprend doucement que nous ne sommes pas fondamentalement mauvais et qu'on peut guérir. C'est juste que là, encore une fois, on a eu du mal à résister au cercle vicieux avec lequel nous sommes programmés. Et donc c'est ça qui nous permet de repartir le lendemain, non pas avec une détestation et une culpabilité à repentir, mais bien une énergie positive qui va nous pousser à juste essayer de faire un petit peu mieux que la veille. Parce qu'au fond, on reconnaît que nous sommes des êtres faillibles, que nous ne serons jamais parfaits, et que par conséquent, le plus important, c'est surtout d'être sur le chemin. Donc, je récapitule. Le juge doit être là pour vous permettre de faire un bilan honnête lorsque vous ne remplissez pas vos objectifs, mais ne doit pas devenir cette voix qui vous parle mal et vous encourage à vous faire du mal à longueur de journée. La compassion, elle, doit être là pour vous conforter pendant le dur bilan, pour vous aider à voir le bon en vous, malgré les jours où vous avez un mauvais comportement. Mais elle ne doit pas devenir la petite voix qui vous souffle des excuses pour vous laisser aller à vos pulsions et à vos envies de récompense immédiate. Ok, c'est là où ça commence à devenir un petit peu long, mais accrochez-vous, je pense que la suite peut vraiment vous intéresser. En écrivant cette vidéo, j'en parlais à une amie avec qui on discute très souvent de productivité et de discipline. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Je crois que beaucoup de gens ont des phases dans les deux extrêmes. D'abord, ils sont super motivés, ils coupent tous les stimuli de leur vie, ils travaillent à fond pendant plusieurs mois. Et ensuite passent plusieurs autres mois dans une sorte de laisser-aller jusqu'à ce qu'ils touchent vraiment le fond. Une fois qu'ils ont touché le fond, ils ont comme un sursaut et se remettent comme ça à travailler à fond. Et le cycle recommence comme ça tous les quelques mois. J'utilise le mot travailler, mais c'est vraiment valable pour tous les domaines, que ce soit matériel, artistique ou relationnel. Et ce que j'ai fini par conclure, c'est qu'on marche comme ça lorsque justement on n'a pas appris à observer et contrôler notre procrastination et ses déclencheurs. On marche comme ça pendant quelques mois à la volonté de puissance et à la motivation, mais dès qu'elle s'amenuise ou qu'on arrive à un moment très très difficile dans le projet, eh ben on se met à retomber dans tous nos travers. C'est un peu le même archétype des gens qui procrastinent jusqu'au dernier moment et qui disent « Non, mais moi je travaille mieux sous le stress de la deadline ». Non, en réalité, tu travailles pas vraiment mieux, c'est juste que à ce moment-là, tu laisses plus le choix à ton cerveau entre travailler ou glander. Et la seule solution qui reste, c'est travailler à fond jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc oui, forcément, à ce moment-là, notre cerveau arrive à ne plus trop être distrait, mais c'est surtout parce que il n'y a plus le choix en fait. Mais en vrai, c'est surtout un manque de maîtrise de nos propres démons, une incompréhension de nos addictions et de leurs déclencheurs, et en définitive, ça ne donnera jamais vraiment rien de très bon. Parce que ça marche lorsqu'on a une école, un boss ou autre qui sera là pour nous polisser et nous mettre des vrais deadlines. Mais qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous devrez entreprendre quelque chose pour vous et vous seul? Vous serez incapable de vous donner une deadline aussi efficace et donc vous vous décevrez à répétition. Donc voilà, je le dis et je le répète pour que tout le monde comprenne bien, le secret, c'est de s'observer et de dialoguer avec soi-même. C'est très important pour éviter le déni et aussi pour réussir à dialoguer de manière saine avec notre juge et notre compassion, ainsi qu'avec toutes les contradictions qui nous habitent. Je pense sincèrement que l'épidémie de maladie mentale à laquelle doit faire face notre société est aussi grandement due au fait que plus personne ne prend le temps pour s'observer et s'écouter. Nous sommes constamment inondés d'informations, d'émotions et de stimuli qui vont nous déconcentrer des choses importantes. Tout le monde sait que les réseaux sociaux sont mauvais, mais je pense que très peu de personnes comprennent l'enjeu vital que c'est d'y résister. Vraiment, pour tous ceux qui sont un petit peu perdus dans la vie, qui ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils pensent, où est-ce qu'ils doivent aller, qui font face à beaucoup d'anxiété, voire même à une dépression, dialoguez avec vous-même et posez-vous ces questions sérieusement. Sérieusement, ça veut dire attabler un soir devant des feuilles blanches, sans ordi, sans portable, sans musique, sans notification. Juste là, avec vous-même. Bref, c'est très important de maîtriser cette balance entre la justice et la grâce, parce qu'en fait, vous allez pouvoir l'utiliser ensuite dans tout ce que vous allez entreprendre. Savoir faire équipe avec soi-même, c'est savoir faire équipe avec les autres. Mais plus que ça nous protège aussi contre les prédateurs. Parce que l'on repère tout de suite lorsque quelqu'un nous parle mal ou a l'air malveillant envers nous. On a tellement pris l'habitude de repérer cette malveillance en nous qu'en fait, on le repère beaucoup plus facilement chez les autres. Et puis même, on apprend à mieux gérer nos limites et nos réactions face aux situations dangereuses. Et donc paradoxalement, ça nous permet de faire plus confiance aux autres parce que justement, on peut se le permettre. Ce même processus permet aussi de faire confiance à nos idées, qu'elles soient politiques ou spirituelles, ou même à notre art.
toujours avec cette même idée de les faire évoluer, de les faire changer, de les faire sortir de leur zone de confort, toujours sous le regard de la main de la justice et la main de la grâce.